Il est né à Cœur-Pipe, sur l'île Maurice. Il est père de 3 enfants, dont Tatiana, rendue célèbre par ses talents d'écrivain. C'est un scientifique qui a enseigné à l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT. Il fut animateur de la chronique scientifique Les Rendez-vous du futur sur Europe 1 de 1987 à 1995. Il est président de Biotics International, qui est une société de conseil stratégique en matière de nouvelles technologies. Mais il a aussi rédigé plusieurs ouvrages. On peut citer La Malbouffe en 1979. Il a coécrit Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire? La Symphonie du vivant en 2018 qui fait allusion à l'épigénétique. C'est aussi un émérite sportif puisqu'il amena le surf dans les années 60 en France. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Joël Derené. Joël Derené, bonjour. Bonjour. Je suis franchement et sincèrement ravi de vous accueillir. Vous avez un parcours extraordinaire. Alors, je me suis plongé un petit peu dans votre vie, tout ce que vous avez pu faire. Alors, j'ai une question tout de suite à vous poser. Est-ce que vous pratiquez toujours le surf? Bien sûr, je pars même dimanche en faire. Sur l'océan Atlantique? Sur l'océan Atlantique, à Biarritz exactement. Les plus belles vagues du golfe d'Aquitaine. Ouais. Donc j'y vais. Vous avez été pionnier quasiment du surf en France? Oui, parmi les tout premiers, en 1957. Ça a pris un succès fou ensuite. J'ai fait les championnats de France, les championnats du monde. Puis c'est devenu une sorte de culture, le surf. Oui, j'ai vu ça. Vous avez participé même à 2 championnats du monde. Oui, exactement, en Australie et au Pérou. Très bien. La coopérative Wellcop, vous savez, s'intéresse très fortement à la santé de nos concitoyens. D'ailleurs, notre accroche, c'est les citoyens de la santé et du bien-être. Et j'ai vu à travers votre parcours que lorsque vous étiez enseignant, vous faisiez de la recherche au MIT, vous avez participé à la conception de molécules par ordinateur et ça rend un fier service à l'industrie pharmaceutique parce que ça permet donc de concevoir des molécules en économisant un temps précieux pour concevoir des principes actifs en quelque sorte. Absolument. Moi, j'aime bien parler du surf, mais je préfère dire que je suis scientifique fondamental d'abord. Et vous mentionnez le travail que j'ai fait au MIT comme associate professor et chercheur, utilisant ce qu'on appelait à l'époque molecular graphics, c'est-à-dire les graphiques moléculaires pour étudier des molécules complexes comme des enzymes et les activateurs qui pouvaient les amplifier ou les inhiber. Donc j'ai été parmi les pionniers des molecular graphics à Harvard et à MIT. Oui, parce que la chimie, c'est parfois quelque chose de complexe et grâce à ce type de on peut visualiser la molécule. On peut visualiser la molécule. Et les inhibiteurs et les activateurs qui ont beaucoup servi à l'industrie pharmaceutique pour fabriquer de nouveaux médicaments. Donc quelque part, vous étiez déjà en avance, vous participiez déjà. Absolument, on était les pionniers des molecular graphics, comme je suis devenu ensuite des nanotechnologies. Alors, tout en étudiant aussi votre parcours, vous écrivez La Malbouffe. Alors là encore, la malbouffe, ça montre l'importance de l'alimentation pour nous, êtres humains, bien se nourrir. Et c'est aussi, en ce moment, un sujet particulièrement... Bien sûr. Bien se nourrir et protéger l'environnement, les deux sont liés. Bien se nourrir pour soi, mais aussi éviter de manger des produits qui sont néfastes à l'environnement, qui produisent trop de CO2 ou qui créent trop de viande, qui créent des maladies cardiovasculaires. Donc il y a tout un équilibre alimentaire qui est lié non seulement à l'écologie, mais au maintien de la bonne santé, ce que j'appelle la bionomie. Il y a la biologie, qui est la science du vivant, et la bionomie, qui est l'art de gérer la vie. Vous y croyez au cycle court? On a vu qu'avec la Covid-19, de plus en plus de Français avaient recours, enfin, prétendaient avoir recours au cycle court, c'est-à-dire se nourrir avec des produits, je dirais, alimentaires produits pas loin de chez soi, en quelque sorte. Oui, moi j'y crois quand on a la possibilité d'être suffisamment à proximité des producteurs, le cycle court de gens qui sont à côté, qui offrent leurs produits. Donc il y a en même temps un respect de l'agriculture locale et en même temps une réduction des pollutions par les transports. Alors, vous avez aussi coécrit Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire? Se maintenir en bonne santé et vieillir au-delà de 100 ans, ce que vous m'avez confié déjà. Alors ça rejoint un petit peu les propos de Laurent Alexandre, que vous connaissez, qui a écrit La mort de la mort. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes quand même si on vit trop longtemps? Écoutez, l'idéal, ce n'est pas de vieillir plus vieux, c'est de vieillir jeune. Et vieillir jeune en gardant ses capacités mentales, physiques, ça crée un problème sociétal. Parce qu'évidemment, des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 110 ans, est-ce que ce sera bénéfique pour la société, bénéfique pour l'individu, mais pour la société, c'est un problème d'avoir ces vieux, ces personnes âgées, les seniors, comme on les appelle, actifs, consommateurs, pollueurs,
Donc, ce qui est acceptable pour l'individu ne l'est pas toujours pour l'ensemble de la société. C'est ce que Laurent Alexandre a décrit assez bien, d'ailleurs, et François de Closet. Ça peut être gênant aussi pour votre femme respective ou pour le mari respectif d'avoir à supporter, quand on voit les taux de divorce, le même homme ou la même femme pendant 200 ans. Oui, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Moi je suis marié avec la même femme depuis 60 ans et je suis très heureux de continuer à l'être et j'espère continuer encore 20 ans. Alors, dans votre dernier ouvrage que je vais présenter à nouveau, qui s'appelle La symphonie du vivant, il y a un mot qui s'appelle l'épigénétique. Comment l'épigénétique va changer votre vie? Alors, je crois que ce qui serait intéressant pour nos spectateurs, c'est déjà d'expliquer ce que signifie ce mot épigénétique. Le tout est dans le épi. Épi, c'est par-dessus. Génétique, on connaît, la génétique, c'est l'ADN. Ce sont les gènes qui nous déterminent, qui modifient notre comportement. Épigénétique, c'est un peu comme des applis sur un logiciel de base. L'OS de votre smartphone, il fait marcher votre smartphone. Mais vous pouvez télécharger sur votre smartphone des applis. On appelle des applis qui lui donnent des tas de fonctionnalités différentes. L'épigénétique, c'est un peu ça. Il y a la génétique, la base du fonctionnement de notre vie. Et l'épigénétique, c'est un peu les applis que l'on pourrait mettre pour modifier notre comportement et par notre comportement, modifier nos gènes. C'est assez révolutionnaire parce que ça remet un peu en cause la fatalité, je dirais. Ça remet en cause la génétique classique. Génétique classique. On n'est pas déterminé par nos gènes, on peut se déterminer différemment par notre comportement qui modifie nos gènes. Parce que moi j'avais appris, ça fait un bout de temps maintenant, la double hélice. Ouais, elle est toujours là. ADN. Elle est toujours là, mais tout n'est pas écrit dedans. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'on peut avoir une influence sur Exactement. des gènes. On peut les allumer ou les éteindre. Exactement. On peut les amplifier, les annuler, ouais. Les éteindre, les allumer un petit peu ou beaucoup. C'est comme un rhéostat qu'on peut tourner. Très bien. C'est quand même passionnant, ça. Mais ça change tout, puis ça donne surtout une responsabilité personnelle face à sa vie. Non seulement ça remet en cause quand même certaines règles qui étaient édictées jusqu'à présent, puisqu'on peut influencer, je dirais, même si on a tous le même bagage génétique, si j'ose dire, qu'on comprenne bien, on va influencer la façon dont ces gènes vont être émulés ou pas. Exactement, Alors, mieux le dire. Est-ce qu'on peut faire maintenant un lien entre l'épigénétique et l'intelligence artificielle? Est-ce qu'à un moment donné, cette intelligence peut s'appuyer, je dirais, ou les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, les nouvelles connaissances, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette épigénétique et modifier donc justement nos façons de voir les choses? Alors, la quête de beaucoup d'entreprises pharmaceutiques dans le monde aujourd'hui, c'est de cibler les gènes, comme par l'épigénétique, par le comportement, de manière à les allumer ou à les éteindre par des produits pharmaceutiques sélectifs. C'est ce ciblage. Et beaucoup pensent que ce ciblage pourrait être aidé par l'intelligence artificielle qui permet, dans du big data, de rendre pertinents des éléments. La force de l'intelligence artificielle, c'est de faire des corrélations. Ça a été publié déjà sur tel sujet, sur tel gène, sur telle enzyme. Est-ce que l'IA ne nous permettrait pas de corréler les propriétés d'une publication déjà faite sur telle enzyme et d'une publication déjà faite sur une autre enzyme ou un autre produit pharmaceutique? Et ça, la force de l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique, c'est de créer des corrélations entre des produits et des publications déjà faites, mais dont on découvre la pertinence pour amener à des nouveaux produits et des nouveaux comportements. Alors, moi, je me suis noté 4 conjectures, dont on aurait pu en décliner beaucoup plus, mais qui, quelque part, ont un impact sur notre santé. La première conjecture que j'avais notée, moi, c'est l'intelligence artificielle versus l'environnement, par exemple. Oui, par exemple. Concrètement, est-ce que cette intelligence artificielle peut participer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la fameuse empreinte carbone? Est-ce que vous pouvez nous illustrer un petit peu la corrélation intelligence artificielle, par exemple, et environnement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je viens de le dire, la force de l'intelligence artificielle, c'est de faire des corrélations et donc de donner des indications sur ce qu'on devrait faire dans l'interdépendance des facteurs. J'agis là, et ça a un effet là-dessus. L'environnement, c'est une action systémique dont tout est interdépendant. Donc je sais que si j'agis là, je peux créer un effet contre-productif ici. Il peut y avoir un effet pervers, mais il peut y avoir des effets positifs par l'accumulation d'interdépendances entre elles. Or, l'IA va nous permettre de savoir sur quel facteur jouer de manière déterminante pour avoir un effet sur le tout et sur la globalité. Donc on peut tenir le même raisonnement au niveau de l'alimentation. L'alimentation, les médicaments, le comportement, le sport. La démographie. La démographie, le juridique. Alors par rapport à la démographie, vous n'êtes pas censé l'ignorer, on a une espérance de vie qui croît de plus en plus, tant mieux. Ceci dit, la démographie vieillissante, elle a une conséquence aussi qui pourrait être entre guillemets négative, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens polymédiqués. On a des gens, la cellule se fatiguant, s'usant, elle s'expose à un certain nombre de pathologies.
Alors en termes d'intelligence artificielle, les champs d'application sont nombreux. On va s'intéresser à travers ce reportage à l'intelligence artificielle chez les seniors. C'est un reportage signé Julie Terzetti, réalisé par Studio NP2. Et là, tante Odile qui vient de se faire opérer de la hanche. J'espère qu'elle va vite rentrer chez elle. Ben, j'espère aussi. Elle qui est si active, l'hôpital ou la maison de repos, c'est pas super. Je l'appellerai cet après-midi. Autrement, rien à voir, mais est-ce que tu as vu l'émission hier soir sur l'économie en Europe avec Marc Toiti? Ah non? Ça racontait quoi? Ah, c'était super. Bon, maman, j'ai fixé la date de mon déménagement. Je pars dans 1 mois. Ah ben c'est super. Oui, je suis heureuse. Et en même temps, je suis un peu inquiète pour toi parce que je vais être à 250 km. Mais ma chérie, je suis grande. Je vais quand même savoir me débrouiller toute seule. Oui, je sais. D'ailleurs, regarde. J'ai trouvé sur Facebook une solution pour aider les seniors à rester chez eux. Ah ben ça me convient. Parce que je te l'ai toujours dit, moi je veux pas aller dans une maison de retraite. J'aime bien mon chez-moi, ma maison, mon jardin. J'aime bien mon indépendance. Je suis d'accord avec toi, maman. Mais regarde, j'aimerais vraiment t'installer ce système de sécurisation. Ça me rassurerait, moi. Mais on s'appellera tous les jours. Je veux pas de ça chez moi. Mais maman, imagine si tu tombes dans l'après-midi. Moi, en général, je t'appelle le matin et je viens te voir le soir. Mais dans 1 mois, si je t'appelle que le lendemain matin, comment je saurais, moi, s'il y a eu un problème? Et qu'est-ce que tu feras, toi, si tu es 24 heures par terre, sans pouvoir te relever? Michel, le voisin, il vient me voir souvent. Mais maman, Michel, il ne passe pas tous les jours. Et puis, imagine, si tu tombes la nuit, c'est pareil. Maman, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour être sur ton dos. C'est juste pour prendre soin de toi. Oui, je sais, ma chérie. Bon, alors on rentre voir sur l'ordinateur ce truc que tu m'as trouvé. Génial. Alors maman, je te montre. Tu vois, ça, c'est un boîtier intelligent. C'est inscrit. Il y a des capteurs placés partout chez toi qui analysent en permanence tout ce qui se passe. Des rapports sont envoyés à tes proches. Et s'il y a une anomalie, la plateforme de téléassistance est alertée tout de suite. Et tu vois maman, grâce à ça, les seniors peuvent rester beaucoup plus longtemps chez eux. Boîtier intelligent, des capteurs au domicile, ça me fait peur ça. Ils vont me surveiller, mes pieds, hors de question. Mais non maman, d'abord ce sont des capteurs, pas des caméras. Ils vont juste analyser l'activité. Ça veut dire que si tu ne bouges pas, alors que tu devrais être en activité, eh bien eux, ils vont déceler une anomalie. Ouais. Et combien ça coûte ce truc? Parce que tu sais, j'ai pas une retraite de ministre. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ça coûte à peine 25 € par mois avec le crédit impôt. Oh, c'est pas énorme quand même. Tiens, c'est le prix de ton abonnement au club de bridge, sans avoir à rajouter l'argent des mises, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Alors là, j'avoue. Bon alors maman, t'es d'accord? On la commande cette box Novia? Bon, écoute, j'ai réfléchi. Ça va te rassurer, moi aussi. Ok, on la prend. Ah, génial. Tu peux pas savoir comme j'étais stressée à l'idée de déménager loin de toi. Bon allez, on se connecte sur le site noviacare.com et on commande. Ah tiens, qui m'appelle? Ne me dis pas que c'est déjà la réponse pour ta box Novia quand même. Allô? Ah oui, bonjour madame. Vous avez demandé à être contactée car vous êtes intéressée par la box Novia. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ma fille est encore là. C'est avec elle que nous avons fait la demande. D'ailleurs, je vais vous mettre le haut-parleur, elle pourra vous entendre. Parfait. Bonjour à vous également, madame. Bonjour madame, et vraiment merci pour votre réponse aussi rapide. Ah mais c'est normal, madame. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais juste avant, je vous rappelle que votre future box Novia est une solution humaine de maintien à domicile. Ah oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, vous devrez choisir 2 personnes de confiance ne faisant pas partie du même foyer. Elles doivent habiter à moins de 15 km de chez vous. Rien ne remplacera la personne qui se déplace, un appel téléphonique, une visite ou un voisin qui veille. Nous privilégions la solidarité, l'entraide. C'est ça qui apporte la quiétude nécessaire aux personnes âgées. Il n'y a que nous qui avons cette approche et nous sommes là pour faciliter un lien discret mais solide avec votre entourage proche.
Nous veillons sans surveiller. Eh ben, très bien, je vais mettre Michel, mon voisin, et Joséphine, ma copine. Ils habitent pas très loin. Je vois que vous êtes bien entourés. Et pour l'installation, nous nous occupons de tout. La société Demedica est spécialisée dans l'accompagnement des seniors à domicile et aucun travaux ne sont à prévoir. Ah bah ça c'est super. Pas de trou dans ma tapisserie. Ne vous inquiétez pas, aucune vis et pas de clous avec nous. Demedica vous contactera directement pour prendre rendez-vous. D'accord, je dirai à mon voisin Michel de venir pour l'installation. Vous avez déjà fini? Vous avez vu, c'est simple. J'ai positionné 2 capteurs dans cette grande pièce et 4 autres dans la chambre, la salle de bain, la cuisine et la porte d'entrée. Ils seront tous relayés à cette box que nous laisserons ici dans votre salle. Et c'est tout? Pas tout à fait. Nous avons ceci. C'est ce qu'on appelle le médaillon panique. Vous appuyez dessus en cas de problème. Le centre d'écoute filienne vous rappelle tout de suite pour avoir de vos nouvelles. Les 2 personnes que vous avez renseignées seront alertés immédiatement. Vous devez garder sur vous comme un bracelet ou comme un collier. C'est vraiment bien fait. Du coup, on va faire un test. Regardez. Bonjour, Madame Dupont de chez Filien. Avez-vous un problème? Oui, bonjour madame, c'est le technicien Demedica. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, on fait des tests. D'accord, bonne journée à vous. Merci. Voilà, maintenant j'ai vraiment fini. Vous voilà protégé. C'est pour le café. Allô, maman? Oui, bonjour ma fille. Écoute, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai reçu des notifications qui m'inquiètent un petit peu. 1 étoile sur 5 pour ton sommeil et ton alimentation. Qu'est-ce qui se passe? Bon écoute, je veux pas t'inquiéter, mais c'est vrai, je manque de sommeil, j'ai plus très faim. Ok. Je vais prendre rendez-vous avec ton médecin traitant pour qu'on voit ce qu'il en est. J'ai vu aussi que tu mangeais presque plus, voire pas du tout le soir. T'as pas faim? Oui, c'est vrai, je suis tellement fatiguée que j'ai même plus le courage de me faire à dîner. Écoute, si tu veux, on peut mettre un service de portage de repas à domicile, au moins pour le soir, le temps que tu te remettes, comme ça t'auras rien à faire. Ah, ça c'est une bonne idée. Ma copine Joséphine le fait, elle m'a dit que c'était très bon. D'ailleurs, je la vois tout à l'heure au bridge. Il faut pas perdre les bonnes habitudes. D'accord, maman. Bon, tu prends soin de toi quand même, hein? Là, je suis au bureau. Ma pause est terminée, mais je te rappelle ce soir. Ne t'inquiète pas. Allez, à ce soir. Ah, faut pas que je sois en retard. Pensez à prendre vos médicaments. Oh mince, oui, c'est vrai. Madame, vous êtes certaine que vous ne souffrez pas de douleurs vives? Vous n'êtes pas étourdie ou essoufflée? Non, non, ça va, je vous remercie. Je me suis cognée dans la table basse en voulant aller sur le canapé. Bien. Par mesure préventive, nous allons contacter votre voisin, Michel Fleureau, afin qu'il puisse vous voir. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est gentil, merci. Michel est pas très loin, il va arriver très vite. Quoi? C'est pas vrai. Je me rends immédiatement chez elle, je suis à 5 minutes. Alors Céleste, tu la commences quand ta nouvelle carrière de cascadeuse? Bah, elle a commencé il y a 2 jours, mon cher Michel. Eh oui, la fameuse scène de la table basse. Tu nous préviens, maman, quand tu sors ton film, hein? Enfin bon, blague à part, on a bien fait de commander la box Novia. Ouais, c'était une excellente initiative. En tout cas, prompt rétablissement, Céleste. Merci. 85% des Français souhaitent vieillir à leur domicile. 60% des Français dépendants vivent à domicile, faire mieux est possible. Seulement 39% des Français se sont renseignés sur des solutions de prise en charge. 36% de la population a abordé et préparé le sujet de leur vieillesse avec leurs enfants. Le coût annuel moyen d'un hébergement en EHPAD dépasse les 40 000 €. NoviaCare, la box de téléassistance bienveillante, humaine et rassurante pour le maintien des personnes âgées à domicile. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage, là, l'intelligence artificielle, typiquement, elle mesure des écarts comportementaux. Des écarts comportementaux, et ça permet de déclencher des alertes, comme vous venez de le voir, et d'aller, je dirais, en aide
aux seniors impactés par une chute, par une baisse d'alimentation, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Moi, c'est bien entendu une bonne idée, parce que cette assistance est personnalisée. Et en plus, elle est contextualisée, elle est localisée. Oui. Personnalisée, contextualisée, localisée. C'est-à-dire qu'elle tient compte de l'ensemble de l'environnement dans lequel la personne vit, du lieu dans lequel elle vit. Géologiquement parlant, on a analysé, on a fait un mapping d'espace, et en plus de ça, ça tient compte de la personnalisation de l'être vivant. Donc c'est fondamental. Donc c'est un dispositif que vous pourriez très bien préconiser à vos amis. Bien sûr. Ouais. Au-dessus de 85 ans, ça peut être très utile. Très bien. On a eu un premier entretien, vous m'avez parlé de la médecine 4P. Moi, j'étais très intéressé par votre façon de voir les choses. Alors, à travers les 4P, derrière chacun de ces P se dissimule, je dirais, un qualificatif. Je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Le premier, c'est P comme préventif. Alors, il faut revenir à la médecine 4P, la médecine préventive, personnalisée, proactive et participative. Ces 4 termes sont importants. D'abord, personnalisée, une médecine qui s'adresse vraiment à l'individu tel qu'il est, tel qu'il sera de plus en plus défini par son génome. La médecine proactive, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas que quelque chose se passe pour agir. C'est une prévention qui tient compte de la personne en anticipant les risques. Personnalisée, proactive, participative, c'est que le patient lui-même participe à la gestion de son corps par la prévention. Et préventive, évidemment, c'est une forme de prévention qui anticipe. Donc les 4 P sont très importants. Chacun d'entre eux a son rôle. Vous ne pensez pas qu'en France, on a forcé le trait sur le curatif au détriment du préventif? Absolument. Dans beaucoup de pays d'ailleurs, pas seulement en France, mais c'est vrai. Trop sur le curatif, pas assez sur le préventif. J'aime bien le livre de Salzman, « Le meilleur médicament, c'est vous ». Il n'a pas tort. Si on sait quoi faire pour son corps, on peut lutter contre beaucoup de maladies et ne pas tomber malade, qui est encore mieux. Le patient augmenté, ça serait un patient qui justement bénéficie de cette médecine 4P en quelque sorte. Oui, d'abord c'est un patient informé. Un patient augmenté, pour moi, c'est quelqu'un qui sait aller sur les réseaux sociaux, qui sait aller sur Google, ce formidable moteur de recherche, se renseigner, mais pas être obsédé, mais se renseigner sur les maladies, ce que les autres font, ce qu'ils pourraient faire pour lui. Et donc, je crois beaucoup aux patients augmentés. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Les gens, dès qu'on parle de maladie, ils vont « Attends, je vais aller sur Google ». Mais il ne faut pas non plus être complètement obsédé par ça, parce qu'on va trouver sur Google des maladies qu'on n'a pas, et on va finir par être très stressé par le risque. Oui, c'est anxiogène. Beaucoup plus, c'est anxiogène. Et le stress nous tue. Hein. Mais dites-moi, Joël de René, l'intelligence artificielle, l'intelligence auxiliaire, oui. Est-ce qu'elle ne risque pas quand même malgré tout de changer nos comportements à terme? Bien sûr, elle va changer nos comportements, nous transformant en hommes et femmes augmentés, c'est-à-dire en ayant des capacités plus importantes de comprendre des choses compliquées, d'aller chercher des données complexes, de communiquer les uns avec les autres beaucoup mieux, et surtout pour le médecin va être augmenté par l'intelligence auxiliaire. Un médecin d'aujourd'hui devrait lire des centaines de publications. Est-ce qu'il a le temps de le faire? Il ne peut pas. Mais l'intelligence artificielle, et elle le fait déjà, va pouvoir lui signaler des publications récentes qui correspondent tout à fait à sa spécialité et aux traitements futurs de certains de ses patients. Donc le mettre à jour. L'intelligence auxiliaire va permettre de mettre le médecin à jour en fonction des patients qu'il a et de ses compétences personnelles. Alors, à travers l'intelligence augmentée, en tout cas qui concourt à l'intelligence augmentée, il y a les données du patient, c'est-à-dire pouvoir accéder à des données du patient. Et ces données du patient, notamment ces données de santé, bien évidemment, afférentes au patient, beaucoup sont remontées par les objets connectés. Donc, je voulais aborder avec vous quand même ce sujet des objets connectés. Alors aujourd'hui, on vous propose un t-shirt capable de mesurer les particules dans l'air et qui rendrait la vie plus simple à un asthmatique. Aujourd'hui, je regardais encore il y a très peu de temps, vous avez des serre-têtes qui mesurent votre sommeil, vous avez des tensiomètres qui remontent vos mesures. C'est d'ailleurs un des objets connectés qu'on promeut au sein de la coopérative Wellcop, ce qui permet ces données de tension de les, entre guillemets, stocker sur le patient et de mieux comprendre, en tout cas de mieux suivre sa pathologie, de mieux prodiguer des conseils. Quel regard vous avez sur cette prolifération d'objets connectés, dont beaucoup d'ailleurs sont des gadgets qui ne servent à pas grand-chose? Il y en a qui sont très utiles. Moi, j'ai un bon regard sur ces objets connectés, à condition que les résultats et les informations qu'ils donnent puissent être présentés de manière simple sur un tableau de bord santé personnalisé, que j'appelle en abrégé le TBSP, tableau de bord santé personnalisé. Eh bien, il est là. Le tableau de bord santé personnalisé, on l'a tous dans notre poche. C'est le smartphone. Oui. Le smartphone, son écran, c'est à la fois un tableau de bord santé personnalisé et une télécommande. Il nous permet de cliquer dans l'environnement et de recevoir des informations de sites différents dans une pharmacie. Par exemple, la pharmacie du futur va être un endroit cliquable, de plus en plus interactif avec nous. Et il est là, le tableau de bord santé personnalisé, on l'a dans notre poche. Alors,
On parle notamment, j'ai découvert ça assez récemment, c'est l'IDEO. Vous connaissiez l'IDEO, le terme IDEO? Internet des objets. L'IDEO. Oui, oui, l'Internet des objets, l'Internet connecté. Comment en anglais, voilà. Internet of Things. Comment établir une connexion entre nos biens physiques et leur existence numérique? Alors, il y a beaucoup... Vous savez, on a un DNS. DNS, pour un site web, c'est le Domain Name Server. Les domaines des objets connectés, il y en a beaucoup plus que des sites humains. Il y en a des milliards, et il y en aura de plus en plus de milliards. La question, c'est de savoir comment ces objets connectés peuvent se connecter entre eux. L'intérêt, c'est l'interdépendance de ce qu'ils apportent comme information et surtout la simplification des informations pour qu'on en ait un résultat compréhensible par tous et présent personnellement. C'est pour ça que j'ai parlé du tableau de bord personnalisé qui est là, d'un écran. On oublie que cet outil est à la fois une télécommande et un écran de visualisation. Absolument. On l'oublie, il faut le dire. Et ça ne vous fait pas peur que Google, à un moment donné, ait un droit de regard sur tout ce qui se passe? J'ai pas peur, c'est le cas déjà aujourd'hui. Oui. C'est déjà le cas. Ça Google a le droit de regard, Facebook aussi. Tout ce qu'on laisse sur Internet pourrait se retourner contre nous. Alors le GPRD, la protection des données personnalisées, qui est un projet européen très intéressant. Donc il y a ça pour nous protéger. Mais je crois qu'il faut qu'on soit nous aussi très vigilants. Il faut être très vigilant, éviter d'envoyer trop d'informations sur Internet qui peuvent se retourner contre nous. Je vois beaucoup de jeunes qui utilisent Facebook en donnant des informations très personnelles, qu'à la fois des gens qui veulent leur nuire peuvent utiliser contre eux, mais aussi que l'on peut utiliser pour un profil très personnalisé qui peut servir à envoyer des produits pharmaceutiques ou même des drogues beaucoup plus personnalisées pour des gens sensibles. Donc il faut faire attention à ce qu'on laisse comme info. Alors au sein de notre entreprise, la coopérative Wellcop, on pense et on en est convaincu que la vraie valeur ajoutée de l'objet connecté, ce n'est pas que l'objet connecté, c'est bien évidemment les informations qu'il permet de partager aux professionnels de santé. C'est-à-dire c'est le réseau humain qui a derrière l'interprétation, le stockage, puis l'interprétation de ces données de santé. Vous partagez cet avis? Moi, je crois que c'est l'interprétation qui est très importante. Il y a la donnée d'une part, l'information et l'information partagée. La blockchain, par exemple, est un exemple d'information partagée, validée par les gens. Moi, je crois qu'il faut arriver à se créer une blockchain personnelle, de contact en qui on a confiance, pour que quand une information nouvelle apparaît sur Internet, sur le plan de la santé par exemple, ou d'autres sujets politiques ou économiques, on puisse contacter sa blockchain personnelle pour tout de suite avoir une validation de l'importance de cette nouvelle. Donc moi je crée une blockchain personnelle pour avoir justement le moyen d'éviter les fake news et d'avoir de l'information pertinente. Parmi les nombreuses entreprises qui constituent l'offre de la coopérative Wellcop, s'il y en a bien une qui mérite droit de citation, c'est Pharmagest au niveau de l'innovation. C'est un reportage signé Lorraine Lichy qui nous emmène dans l'innovation au service de la santé. J'achète tous mes produits de soins et mes compléments alimentaires dans ma pharmacie. J'aime bien être au courant des nouveautés, des offres, des nouveaux services. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce sont des informations qui sont rarement affichées. J'achète régulièrement une marque de lait bébé spécifique. Ce produit n'est pas toujours en stock et je dois repasser pour récupérer ma commande. Avec des horaires d'ouverture qui ne sont pas toujours compatibles avec mes horaires de travail, c'est parfois compliqué. Je suis malade chronique et je prends plusieurs médicaments plusieurs fois par jour. Et c'est vrai qu'il m'arrive de me tromper dans mon traitement. L'innovation fait partie de notre quotidien. Dans le domaine de la santé, nous n'en sommes encore qu'au début. À l'heure de la santé connectée, la pharmacie se tourne vers des solutions innovantes pour répondre aux nouvelles attentes des patients. De quelle manière le digital modifie-t-il et améliore-t-il l'expérience patient? Comment les outils numériques vont-ils favoriser un meilleur accompagnement du patient et fluidifier ainsi le parcours de soins? Quel sera le nouveau rôle du pharmacien dans ce contexte? C'est pour répondre à ces questions que Lorraine Lichy nous emmène dans les coulisses de Pharmagest, éditeur de logiciels et de solutions digitales pour la pharmacie, à la rencontre des acteurs de l'innovation. Son premier rendez-vous est avec Rémi Teston, consultant en e-santé. Bonjour Rémi, quels sont les enjeux de l'innovation dans la santé? L'innovation est présente dans l'ADN de tous les acteurs de santé et la période que nous traversons est propice à un décloisonnement des acteurs qui favorise les coalitions et le déploiement de solutions numériques. Il y a à la fois des outils autour de l'intelligence artificielle pour accompagner au quotidien le patient dans la gestion de sa maladie. Vous avez les objets connectés pour tout ce qui va être autour
de la surveillance, de l'autosurveillance de sa pathologie. Ça permet au patient d'être un véritable acteur de sa santé. Ça lui permet d'être mieux informé, de mieux comprendre sa pathologie et d'améliorer aussi la relation qu'il peut avoir avec son médecin. La pharmacie devient de plus en plus digitale. On le voit à la fois pour la prise en charge du patient, pour son accueil au sein de l'officine, avec tout un tas de solutions qui sont à disposition pour mieux comprendre les pathologies et mieux comprendre les différents traitements qui sont à disposition, et puis également dans le back-office des officines qui permet du coup d'automatiser un certain nombre de tâches, d'optimiser la gestion des flux et des commandes des produits. Prochaine étape, rencontre avec l'équipe R&D de Pharmagest qui travaille sur la nouvelle solution d'affichage dynamique dédiée à la pharmacie. L'idée est de véritablement accompagner le patient et de lui adresser les bons messages tout au long de son parcours dans la pharmacie. Depuis l'extérieur, avec des écrans LED transparents pour l'affichage en vitrine ou encore des stripes pour animer les linéaires. L'innovation ? Proposer aux pharmaciens une solution clé en main et facile d'utilisation pour créer des contenus modernes et impactants. Nous faisons en sorte d'utiliser les technologies les plus récentes pour rendre nos interfaces plus ergonomiques, plus intuitives et pour que nos applications soient plus performantes. Nous avons fait le choix de mettre le patient au cœur de toutes les applications métiers. Nous devons fournir aux pharmaciens des nouveaux outils qui vont leur permettre d'être plus proches de leurs patients. Ainsi, on contribue à améliorer le système de santé et ça, c'est motivant au quotidien. La nouvelle solution de communication en pharmacie sera dotée d'une base de données riche et étendue aux clients de Pharmagest. Ce projet réunit, en plus des équipes R&D, les équipes projet, marketing et service client. L'innovation chez Pharmagest se traduit aussi par des process, des méthodes et une organisation de travail permettant d'optimiser les développements. Les équipes R&D travaillent selon les méthodes agiles et l'organisation est matricielle afin de servir les marchés européens. Chez Pharmagest, l'innovation se conçoit avec les clients, les pharmaciens, mais également avec leurs patients. Avant de commercialiser un produit sur le marché, la solution est testée avec un pharmacien pilote. C'est une étape indispensable pour finaliser la solution. Rémi, chef de projet, coordonne toute l'opération. Nous le suivons chez François Lecomte, pharmacien, chez qui il vient de tester et d'installer un nouveau système de consigne. Mon travail, c'est d'améliorer le quotidien du pharmacien. C'est motivant de se dire que les réflexions qu'on mène avec l'équipe prennent tout leur sens lorsqu'on les déploie sur le terrain. Ophilocker, c'est un système de consigne connecté, accessible 24 heures sur 24. L'idée, c'est que le pharmacien puisse déposer des produits que le patient peut récupérer sans passer par le comptoir. C'est un système qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité aujourd'hui, comme Amazon, qui sait très bien le faire, et c'est une alternative intéressante entre le retrait en point de vente et la livraison à domicile. Dans notre cas, la consigne permet aux patients comme aux pharmaciens de garder la main sur leur emploi du temps. Nous proposons ce service systématiquement pour la récupération des produits dus et des commandes. Une fois le produit placé dans la consigne, le client reçoit un SMS et vient le récupérer quand il le peut. Pendant la phase de test, j'ai pu avoir de nombreux échanges avec Rémi et donner mon avis sur le matériel et le logiciel pour le faire évoluer. Alors bien entendu, on ne peut pas utiliser une consigne en pharmacie comme on va le faire dans d'autres secteurs d'activité. Dans notre cas, par exemple, il est impératif de bien prendre en compte les contraintes liées aux produits à délivrer. Il faut s'adapter aux bonnes pratiques à respecter en pharmacie. Un suivi particulier a été mis en place pendant la durée du pilote, c'est-à-dire pendant 4 mois, où j'ai pris le temps de former le personnel de l'officine sur cette nouvelle solution et de recueillir tous les premiers retours utilisateurs. Nous avons acheté la solution parce que nous nous sommes aperçus que c'était un vrai service pour les clients. Cela nous a permis de fidéliser une nouvelle clientèle et également de développer le click and collect. L'innovation au service du patient, c'est aussi développer des solutions de délivrance et d'aide à l'observance. Car aider le patient à prendre le bon médicament à la bonne dose et au bon moment, c'est primordial. Former les pharmaciens à utiliser tous ces nouveaux outils, c'est le travail de Fabien, spécialiste en robotisation, et d'Hicham, formateur en observance chez Pharmagest. Nous les retrouvons chez François Tournet, pharmacien à Nancy. Une bonne innovation, c'est une innovation adaptée aux contraintes et aux attentes de chaque client.
Nous accompagnons nos clients depuis leurs premiers pas jusqu'à l'utilisation des fonctions avancées de nos logiciels. L'installation d'une nouvelle solution implique souvent pour le pharmacien de modifier certaines habitudes, ce qui peut être perçu comme contraignant. La relation de confiance que nous établissons avec eux transforme ces contraintes en une amélioration durable de leur travail au quotidien. Nous guidons nos clients pour qu'ils maîtrisent les fonctionnalités du système. On discute avec eux de leurs besoins concrets et on met en place le meilleur paramétrage possible. Le tout en lien également avec les autres solutions de Pharmagest. Et en premier lieu, avec leur logiciel de gestion d'officine, le LGPI. Multimeds a pour but de gérer la PDA. La PDA, c'est un service que nos clients pharmaciens offrent à leurs patients. Cette solution permet de remplir des piluliers très innovants, sécuritaires, mais aussi très pratiques dans leur manipulation. Dans le cadre de la PDA robotisée, nous réduisons considérablement le temps passé à préparer chaque pilulier, tout en accroissant fortement la sécurité de la dispensation. À titre d'exemple, pour préparer à la main 80 piluliers, une personne va mettre environ 11 heures. Avec le robot Automeds, ça prendra un peu plus de 3 heures. Cela donne aussi aux pharmaciens la capacité d'être réactifs en cas de modification de la prescription pour le patient. Pour les patients, c'est l'assurance d'avoir leur prescription rapidement, de manière entièrement sécurisée, dans un format favorisant l'observance. L'innovation de nos solutions, c'est notre valeur ajoutée dans la prise en charge des patients. Avec ce pilulier, en ville ou en EHPAD, les patients tirent le maximum des bienfaits de leur traitement. La communication via les écrans, c'est une bonne idée. L'information est disponible, elle est bien visible partout dans la pharmacie. Comme ça, je suis informée sur les produits et les services, sur les promotions, sur les remises fidélité en cours, mais aussi sur la prévention en fonction de la saisonnalité. Et quand on a des enfants, c'est important d'avoir les bonnes informations. Effectivement, j'ai testé la consigne connectée et c'est un vrai service. Je reçois un SMS de mon pharmacien pour m'avertir quand mes produits sont prêts. Je passe les récupérer quand je veux, sans aucune contrainte, c'est un vrai gain de temps. La préparation de mon pilulier par ma pharmacie, c'est très rassurant. Le suivi effectué par le pharmacien m'aide à être attentive et à bien prendre mes médicaments. Ça me met en confiance. Aujourd'hui, Pharmagest va encore plus loin dans l'innovation. Leader en informatique pour les établissements et professionnels de santé, le groupe Pharmagest lance la passerelle numérique de santé. Ce nouveau service permet une meilleure communication et des échanges de données sécurisés entre les professionnels de santé et les établissements ville-hôpital. L'objectif du groupe Pharmagest est l'amélioration du parcours de santé des patients et une meilleure efficacité du système de santé. C'est un écosystème unique en France et en Europe qui met le meilleur de la technologie au service de l'humain. Denis Supplisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué chez Pharmagest et vous avez en charge toute la division Pharmacie Europe. Tout à fait. C'est quoi la division Pharmacie Europe? Alors, la division Pharmacie Europe, c'est très simple. C'est ce qui est composé historiquement Pharmagest, c'est-à-dire que c'est toute la partie de Pharmagest qui s'adresse aux pharmaciens d'officine et qui développe des solutions, soit des solutions techniques ou logicielles, et de services à destination de nos pharmaciens. Alors ça va du logiciel de gestion, qui est la partie historique, mais ça passe aussi vers des solutions d'équipement de l'officine, ce qu'on appelle le retail. Ça peut être des étiquettes électroniques, des écrans tactiles, mais aussi à des solutions à destination des patients ou qui s'adressent aux patients directement, ce qui va permettre aux patients d'être en relation avec son pharmacien. Alors quand on parle de division Pharmacie Europe, il y a le mot Europe. Pourquoi investir en Europe, j'ai envie de dire, parce que la France est trop petite, il n'y avait pas assez à faire en France, il fallait s'exporter. Il y a beaucoup à faire en France, alors, même si nous sommes très présents avec presque une pharmacie sur deux équipée de nos solutions en France. Pour autant, on a souhaité se diversifier vers l'Europe pour une raison simple, c'est qu'en fait le marché de la santé en Europe est quasiment identique partout. Il y a toujours des patients, il y a toujours des soignants et il y a toujours des pharmaciens pour distribuer les médicaments. Donc même si dans chaque pays il y a des diversités en termes de gestion de la chaîne du médicament ou en termes de prise en charge du patient, pour autant, il y a un tronc commun qui est le patient. Et donc, nos solutions peuvent s'adapter, au fruit de quelques modifications, peuvent s'adapter à l'ensemble du marché européen. Alors, c'est vrai que la nativité de Pharmagest, si j'ose dire, c'était le logiciel de gestion, c'était de l'informatique tournée vers l'équipe officinale. Les plus anciens ont connu ça, la gestion du tiers payant, la gestion de stock. On le voit dans le reportage,
Alors, effectivement, Pharmagest fait toujours preuve d'une grande part d'innovation. Je pense à Ophilocker, qu'on voit, les consignes extérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité Pharmacie Europe, c'est aussi une informatique tournée vers le patient et plus uniquement vers l'équipe officinale? Oui, parce que le pharmacien se doit de se tourner de plus en plus vers le patient. Il y a quelques années en arrière, le pharmacien considérait son patient de façon différente. C'était plus un client qu'un patient. Aujourd'hui, il doit prendre en charge le patient. Et donc, on a dû faire évoluer nos logiciels en les rendant plus patient-centrés. C'est le terme que l'on emploie. Alors, la mutation n'a pas commencé l'année dernière. Elle a commencé il y a plus de 10 ans déjà, quand on a été les premiers à proposer une solution de mobilité qui s'appelait Ma Pharmacie Mobile, qui existe toujours d'ailleurs, et qui permet de créer un lien entre le patient et le pharmacien. Cette solution-là a évolué. On parle désormais de portail patient, on parle désormais de solutions à destination du patient pour permettre au pharmacien de mieux prendre en charge, de mieux connaître son patient, de mieux le servir et donc de mieux le prendre en charge. Alors, il y a un fléau, je risque ce mot-là en France, c'est la non-observance. Et on le voit bien, parmi les prestations que vous proposez aux équipes officinales, il y a une partie qui s'appelle le logiciel de suivi d'observance, que vous appelez communément le LSO. Alors moi, j'ai 2 questions, Denis, à vous poser. La première, c'est est-ce que l'équipe officinale aujourd'hui est consciente et réceptive par rapport à ce type de nouvelles fonctionnalités? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, est-ce que ce n'est pas aussi Pharmagest qui accompagne le pharmacien dans de nouvelles missions et il y aura une certaine inertie par rapport à tout ça? Donc, est-ce que la pharmacie est réceptive par rapport à tous les nouveaux produits, tous les nouveaux services que vous proposez à travers l'informatique officinale? Je vais certainement vous choquer en vous disant que malheureusement non. Malheureusement non, mais c'est normal. On connaît ça depuis les 35 ans que Pharmagest équipe les pharmacies d'officine en France. On sait très bien qu'il y a une part d'inertie et qu'il y a les early adopters, ceux qui vont choisir les solutions en premier, les pharmaciens innovants vont se lancer dans ces nouvelles missions et vont utiliser notre outil informatique. Les pionniers. Les pionniers. Et puis ils seront suivis année après année par les autres. On a connu ça à l'époque avec la gestion de stock. Absolument. On le connaît aujourd'hui avec cette dimension patient où malheureusement, encore à ce jour, les pharmaciens n'y vont pas de façon spontanée. Alors, le président du directoire de la coopérative Wellcop, Thierry Chapuzot, a coutume de dire plus de technologie pour plus d'humains. Moi, j'aimerais connaître, Denis, le sens que vous donnez à cette citation. C'est vrai que la technologie, si elle n'est utilisée qu'à des fins, on va dire, soit esthétiques, soit de pure évolution technique, n'a pas vraiment d'intérêt. La technologie n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle donne un sens au produit qu'on développe. Et en l'occurrence, tous nos développements qui utilisent le maximum de ce que l'on peut utiliser en technologie sont faits pour faire en sorte de rendre le système plus efficace, plus efficient et de faire en sorte que la prise en charge du patient soit meilleure à travers des solutions simples à l'utilisation mais complexes au développement. Alors quand on regarde le parcours de Pharmagest, l'histoire de Pharmagest, il y a une anticipation qui a toujours été très très forte. Je l'ai dit, il y a l'aspect novateur qui est très important au sein de l'entreprise Pharmagest. Il y a aussi cet aspect anticipation qui est importante, très importante. Mais pour anticiper, encore faut-il avoir déjà les idées. Et une fois qu'on a les idées, il faut développer. Donc il y a quand même l'art de développer. Et avant de développer, il faut rechercher. Est-ce que ça représente, qu'on comprenne bien, que nos spectateurs comprennent bien, l'effectif que ça peut représenter aujourd'hui, tout ce qui est recherche et développement au sein de votre entreprise, Denis? Alors tout à fait. Ce que l'on appelle la R&D, recherche et développement, c'est pas uniquement que les équipes de développement pur, donc les développeurs, les ingénieurs qui développent nos logiciels, mais c'est aussi en amont des personnes qui travaillent à la définition, à l'analyse des produits, les analystes, et puis en aval, ceux qui testent aussi, puisqu'il faut, bien évidemment, avant de distribuer un logiciel, il faut pouvoir les tester. Ces équipes sont accompagnées par des équipes de gestion de projet qui vont ordonnancer ces développements. Ça représente une somme importante de personnes, plus de 150 personnes qui travaillent au sein de ces équipes, et ces équipes, on les a divisées en piliers. Ces piliers d'excellence rassemblent donc des experts dans chacun de ces domaines. Mais c'est important de le préciser parce que quand nos amis pharmaciens utilisent vos logiciels, ils ne se doutent pas forcément, je dirais, de la face immergée de l'iceberg et tout ce monde qui gravite pour pouvoir justement un jour mettre en surface les produits qu'ils utilisent. Alors, exactement, derrière cet aspect développement, parce qu'on a tendance à résumer un logiciel à sa partie développement,
Il y a aussi des équipes de marketing qui vont travailler en amont sur la définition des projets, sur le contenu, sur les besoins réels des clients. Et puis on a des équipes de support, des supports de niveau 1, de niveau 2, qui vont répondre aux besoins et aux questionnements de nos clients, à l'utilisation des logiciels, et qui eux aussi sont des experts de nos produits. Alors là, on vient de parler de l'effectif recherche et développement. Peut-être de ce fait, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, Pharmagest, ça représente combien de collaborateurs? Pharmagest, dans sa globalité, c'est 1060 personnes. La division pharmacie, c'est 550 personnes qui travaillent tous les jours aux côtés de nos clients pharmaciens. Donc tout le groupe Pharmagest, c'est plus de 1000 personnes. Oui, plus de 1000 personnes. Est-ce que vous êtes le premier éditeur français? Alors, dans le domaine de la santé, j'entends. Dans le domaine de la santé, oui. Alors, on est plusieurs à revendiquer ce titre, mais ceci étant, en termes de capitalisation boursière, de valeur de l'entreprise, mais aussi en termes de nombre de personnes à travailler sur le sujet, en termes de R&D, on est de loin les premiers. Aujourd'hui, Denis, ça serait intéressant si vous deviez dispenser des conseils à nos amis pharmaciens qui nous regardent. Quels conseils vous donneriez aux pharmaciens pour les accompagner dans l'exercice de leur métier? En tant qu'éditeur informatique, j'entends. La pharmacie d'officine a évolué. Elle a évolué avec une loi fondatrice qui était la loi HPST de Roselyne Bachelot, il y a de ça 11 ans. Cette loi HPST était la loi et celle qui a permis l'ouverture des services de l'officine. La pharmacie n'était plus simplement considérée comme étant un lieu de distribution du médicament, mais un lieu de prise en charge des patients. Nous avons intégré ces fonctions au sein de nos logiciels. Le pharmacien doit évoluer dans sa façon de prendre en charge ses patients et doit utiliser le plus possible ces fonctions, car ce sont elles qui leur permettront de mieux vivre l'évolution de leur métier. On l'a très bien vu avec la crise sanitaire que l'on vient de passer, avec la crise de la Covid-19. On l'a très bien vu, les pharmacies qui ont su se maintenir, voire progresser pour certaines, c'est celles qui prenaient en charge leurs patients. Et les pharmacies qui étaient très ou trop orientées business, parapharmacie, mais pas seulement, sont des pharmacies qui ont eu de grandes difficultés financières et même pour certaines qui ont fermé. La prise en charge du patient aujourd'hui est essentielle dans le métier du pharmacien. Nous offrons aux pharmaciens tous les outils qu'il faut pour le faire et pour le faire le mieux possible. Alors qui dit prise en charge du patient dit aussi qu'il faille à un moment donné accéder aux données de santé du patient. Je crois que vous vous évertuez à développer justement une plateforme de santé qui permet, avec le consentement du patient, bien évidemment, mais d'échanger entre professionnels de santé. Le pharmacien, là, il aura un rôle prépondérant à jouer face à la fluidité, à la circulation des données de santé entre professionnels de santé. Ce qu'on a coutume de dire, le pharmacien coordinateur de la santé. Cette vous appelez plateforme, qui est plutôt une passerelle, la passerelle numérique de santé, va permettre d'interconnecter les professionnels de santé au sens large. Et au sein du groupe Pharmagest, nous en équipons beaucoup. On n'équipe pas que les pharmaciens, mais on est très très puissant aussi dans la partie médico-sociale et très présent dans les EHPAD, dans les SIAD, dans la HAD. Grâce à cette passerelle, nous interconnectons, et dans les hôpitaux, nous interconnectons ces professionnels de santé et nous permettons l'échange dynamique d'informations au service du patient. Donc la pharmacie connectée, c'est plus un débat de science-fiction, ça? Non, la pharmacie connectée, c'est depuis longtemps une réalité chez nous. Merci en tout cas, Denis, pour toutes ces explications. Olivier. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et merci encore d'avoir participé à Welcome Channel. Merci, au revoir. Certes, la technologie, c'est important, mais ce qui est aussi très important, c'est justement à quoi elle sert cette technologie. Bien sûr, l'important, c'est l'interface. Quand je peux l'utiliser, comment je peux l'utiliser, combien ça me coûte de l'utiliser. L'interface est fondamentale, il faut qu'elle soit simple, vulgarisée pour des personnes seniors, des personnes âgées ou des personnes très jeunes. Il faut les deux. La clé, c'est l'interface qui permet de rendre cette information accessible à tous. Quelle perception vous avez de la pharmacie? Je n'ai pas envie de dire la pharmacie du futur, parce que la pharmacie du futur, on reporte toujours l'échéance. La pharmacie, l'endroit où on va. La pharmacie de maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de votre pharmacien aujourd'hui? Moi, je crois beaucoup à la pharmacie du futur comme lieu interactif d'information, de comparaison et d'objectivité. Je crois que, comme à la Cité des Sciences, on peut cliquer sur des quantités d'écran pour apprendre des choses. Je pense que la pharmacie du futur sera un lieu physique, mais en même temps incroyablement interactif, facile, avec des écrans tactiles. On peut toucher du doigt la voix, qui va devenir le grand véhicule de communication avec les machines demain. On pourra parler à des systèmes experts qu'on appelle les enceintes connectées dans la pharmacie et dire, par exemple, est-ce qu'il est dangereux de prendre trop de Doliprane en même temps que tel somnifère, et le système pourra vous répondre.
Et le pharmacien ou la pharmacienne pourra valider l'information qu'on vient de recevoir. Et vous dites oui, et vous pourriez aussi faire ça. Ce n'est pas le oui mais le oui et. Vous avez compris ça, mais il y a aussi ça qui est derrière qui est très important. Donc j'y crois beaucoup, à ce lieu physique d'interactivité, d'objectivisation de l'information et de partage de l'information. C'est la pharmacie connectée. Pharmacie connectée, interconnectée et disponible à chacun selon son rythme, selon ses moyens et selon ses questions. Vous en avez déjà parlé avec votre pharmacien de l'évolution éventuelle de sa profession ? Oui, bien sûr, j'en ai beaucoup parlé avec mes pharmaciens. Je leur ai dit de plus en plus, on va au comptoir acheter des médicaments. Vous lui dites ne prenez pas celui-là avec celui-là, c'est très bien. Mais je pense que de plus en plus, il y aura des écrans interactifs dans la pharmacie qui va devenir comme à la Cité des Sciences, un lieu où on apprend, où on échange avec d'autres personnes, même éventuellement en voyant d'autres personnes sur les écrans. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur proposez, quand vous faites de telles suggestions ? C'est trop cher pour le moment à installer, mais j'espère bien que ça viendra. Ça va amplifier notre rôle. Oui, surtout que le pharmacien ne pourra pas vivre uniquement du négoce. Bien sûr. Au sein de la coopérative Wellcop, de nombreux métiers cohabitent, certains connus, certains plus méconnus. C'est justement l'occasion de vous les faire découvrir. C'est le moment de la rubrique « Découvrez nos talents ». Bonjour, je suis Christelle Masson, directrice générale de Pandalab. J'adore le ballet, c'est quelque chose qui me transcende complètement, ça me transporte dans des univers incroyables. Et puis il y a surtout le travail des chorégraphes que j'admire, des chorégraphes modernes tels que Béjart ou Crystal Pite. Pourquoi j'aime ce style de ballet? Tout simplement parce qu'ils apportent de l'innovation, ils arrivent à créer des choses complètement nouvelles. Trois mots qui me guident, créativité, innovation, rigueur. Alors très jeune, j'ai eu une vocation, je voulais devenir médecin psychiatre. Malheureusement, j'ai pas eu ma P1 et donc j'ai continué en scientifique et ensuite je me suis spécialisée en marketing, communication et j'ai toujours travaillé dans le monde de la santé. Donc j'ai commencé à l'hôpital, puis en industrie pharmaceutique, puis en agence de communication médicale. Pandalab a beaucoup évolué depuis 3 ans. On est passé de 4 personnes à 10 personnes. On double notre chiffre d'affaires tous les ans et notre produit aussi a énormément évolué. Alors travailler chez Pandalab, c'est travailler avec son propre outil Pandalab, puisqu'on l'utilise tous les jours pour travailler entre nous, pour collaborer, pour monter des projets, pour suivre nos projets, pour répondre à nos clients. Et je suis très contente d'avoir fait tout ce parcours avec eux depuis 3 ans maintenant. Alors être citoyen de la santé, pour moi, ça s'exprime au quotidien dans mon travail, puisque en fait, on va apporter une petite pierre à l'édifice de la santé, mais aussi on va épauler les professionnels de santé dans leurs tâches quotidiennes, et ça, c'est ce qui est le plus important. Il y a quelque chose qui me paraît, qui me fascine un petit peu, pas parce que je suis, comment dirais-je, influencé par des séries comme Terminator ou autres films de ce genre, mais l'homme aujourd'hui est constitué essentiellement de molécules savamment orchestrées, savamment organisées autour du carbone. Avec le progrès, de plus en plus, on va remplacer un membre défaillant, un organe défaillant, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une tendance de l'homme carbone vers l'homme silicium ? L'homme silicium, c'est-à-dire remplacer le carbone par le silicium, on y pense s'il y a une vie extraterrestre. Cette vie extraterrestre, elle est peut-être beaucoup plus à base de silicium que de cadmium ou de germanium. C'est possible. C'est encore un peu de la science-fiction aujourd'hui. Mais je pense que des organes, au lieu d'être implantés, transplantés, pourront être produits de l'intérieur. Cette organogénèse nécessite une compréhension de la manière dont les molécules se reproduisent et les cellules. Par exemple, vous prenez la queue d'un lézard, elle repousse. Donc il y a une organogénèse sophistiquée. Est-ce que nous pourrions dominer ces principes suffisamment pour faire en sorte qu'au lieu de transplanter un foie
un cœur ou des reins, on puisse les faire repousser de l'intérieur du corps. Beaucoup de laboratoires travaillent actuellement là-dessus dans le monde. L'organogénèse est un sujet fondamental. Il y a toujours ce cliché qui consiste à dire que l'intelligence artificielle, demain, pourrait suppléer l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on serait dépassé par le comportement du robot. Bon, il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle, parce que celle-là, elle est partout. C'est pourquoi j'ai remplacé le terme d'intelligence artificielle qui donne l'impression qu'il est en compétition avec l'intelligence naturelle par le terme d'intelligence auxiliaire. IA toujours, mais intelligence auxiliaire, pour nous augmenter, nous aider à nous augmenter. Et avoir de nouveaux champs, enfin ouvrir de nouveaux champs de à réflexion. condition de savoir l'utiliser dès maintenant. Beaucoup de gens ne savent pas que sur leur smartphone, ils peuvent télécharger Watson. Watson qui est l'intelligence artificielle d'IBM. On peut la mettre sur son smartphone et s'en servir dans le business, dans les affaires. C'est toujours les limites. Moi, je m'étais amusé à écrire ça pour rechercher sa future bien-aimée. La programmation vous indiquerait dans quelle boîte de nuit vous la trouveriez. Il y a un côté un petit peu angoissant par rapport à ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on voudrait tout faire avec, et y compris trouver la dulcinée qui répond parfaitement à votre organisation cérébrale, musculaire, physique. C'est un peu angoissant. Mais regardez déjà comme l'ordinateur lui-même, comme les moteurs de recherche, les systèmes de rencontres par Mythique sur Internet ont changé la vie des gens en leur faisant rencontrer la personne idéale à laquelle ils n'avaient pas pensé. Ben, on pense que l'intelligence artificielle pourra aider aussi à faire ça. Par la personnalisation qu'ils connaissent de vous, ils pourront vous chercher des choix qui vous seront favorables à la fois d'achat, alimentaire, mais aussi de rencontres. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de la spontanéité et pour l'effet surprise? Heureusement. Je pense qu'il y aura ça à côté, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser, c'est la liberté humaine, et la spontanéité, l'imprévu. Comme on dit en anglais ce mot magnifique, la sérendipité, qui vient de sérendip, vous vous rappelez ce mot? Oui. La sérendipité vient du baron de Sérendip, qui donnait à ses enfants le rôle d'aller chercher des aliments, des ressources et des femmes partout dans le monde, et qui amenait toujours ce qu'ils n'avaient pas cherché. C'est ça la sérendipité. Je voudrais vous faire une citation d'un personnage qui s'appelle Henri Bordeaux, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est un romancier et essayiste 1870-1963, voilà ce qu'il écrivait. Transmettre la vie, c'est admettre l'immortalité. Qu'est-ce que ça vous inspire, une citation comme transmettre la vie, ça veut dire que la vie elle-même est immortelle. La continuité de la vie, quand je fais des enfants qui font des enfants, qui font encore des enfants, il y a des gènes de moi et d'eux dedans, et là il y a une immortalité, dans la continuité, dans le vivant. Mais la vie est mortelle et heureusement, parce que ça permet de recycler les éléments du vivant. Mes atomes, mes molécules sont recyclés. Je vais mourir, mais à condition de ne pas s'enfermer dans des boîtes complètement hermétiques qui empêchent le recyclage. Mais la vie, c'est le recyclage. La mort permet que les molécules se recyclent. Mais la continuité génétique fait que la vie est immortelle. Pour nous, au sein de la coopérative Wellcop, vous l'aurez compris, la vie du pharmacien compte énormément. La pharmacie, elle est confrontée quotidiennement à la technologie. Vous savez très certainement maintenant que pour faire une ordonnance, eh bien, il faut au minimum un ordinateur, un lecteur de carte Sésame Vital, un logiciel adapté à notre profession. Ça, c'est le minimum. La pharmacie connectée, c'est vrai que c'est un projet ambitieux qui a de nombreux avantages. Le pharmacien, il est au cœur du parcours santé, il est au cœur du parcours patient. Donc, à ce titre, son rôle de conseil est vraiment renforcé. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, qu'est-ce qu'il attend le patient de son pharmacien? Je pense qu'il attend qu'il lui donne vraiment accès à tous les services de santé. Donc, c'est une espèce de plateforme de santé. Il attend de son pharmacien qu'il lui donne les meilleurs traitements, qu'il soit connecté, disponible. Ça, c'est vraiment la connexion patient. Et également, l'activité du pharmacien, elle est en résonance avec celle des autres professionnels de santé. Ça, c'est la connexion interprofessionnelle. Donc, puisque la e-santé est basée sur le partage des informations, je pense que c'est très intéressant de pouvoir travailler tous ensemble, nous, professionnels de santé, pour avoir effectivement une vision beaucoup plus large et beaucoup plus globale de la santé du patient et pour prendre les meilleures décisions dans son intérêt. Je pense que la pharmacie e-santé, c'est l'avenir de la pharmacie, hein. De toute façon, il faut le dire, hein. On va progresser dans ce sens-là. Il faut vraiment que ça reste dans le bon usage en fait, de ces données pour que le patient reste au cœur en fait, de notre préoccupation. La technologie, parfait, mais il faut la réserver à l'indispensable. Aller trop loin dans un domaine, c'est jamais bon. En fait, il faut toujours être proche d'un équilibre des choses. Alors, Joël de René, vous avez une actualité bibliographique toujours assez importante.
Avant qu'on se quitte, peut-être parler des derniers ouvrages que vous avez fait paraître. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur la symphonie du vivant et que vous nous expliquiez un petit peu, voilà, faire le pitch, si j'ose dire, un petit peu de votre ouvrage? C'est un ouvrage qui était très important pour moi à écrire parce que l'épigénétique a été une révolution pour moi. D'abord dans l'application de ma propre vie, dans l'enseignement que je donne à mes élèves et que je donne dans mes articles ou mes livres. L'épigénétique, c'est le moyen, pas de vaincre la génétique. On est déterminé, on doit faire ça, on n'y peut rien. C'est le moyen d'avoir une responsabilité sur sa propre vie, par son comportement, son alimentation, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, la relation aux autres. Donc c'est déjà quelque chose qui m'a tellement frappé de montrer qu'on n'était pas complètement déterminé, qu'on pouvait faire quelque chose pour changer sa vie, que j'ai décidé de donner les recettes, entre guillemets, à tout le monde en écrivant ce petit livre. D'abord scientifique, mais ensuite recommandations personnelles. Il y a les deux dedans. On a commencé cet entretien par un de vos passe-temps préférés, favoris, qui est le surf. Là, c'est l'homme de science qui parle. Alors, on va aussi peut-être terminer cet entretien par un peu plus de légèreté, puisque vous avez aussi sorti un livre qui s'appelle « Petit éloge du surf ». Si absolument, bien sûr, mais c'est lié à l'épigénétique, parce que le plaisir de surfer, la force dépensée pour surfer, la résistance au stress, la relation étroite avec l'écosystème sont des éléments qui vont favoriser l'expression de certains gènes contre les gènes du stress, de l'inflammation, et vous maintient en bonne santé. Donc le surf, ce n'est pas seulement se faire des muscles, c'est aussi modifier l'expression de certains gènes grâce à l'épigénétique. Vous voyez, tout est lié. On a quelques questions de nos collaborateurs. Oui. C'est la rubrique « Parole aux citoyens de la santé ». Joël de René, votre vie est dédiée à la lecture du futur. De toutes les innovations que vous avez observées, laquelle qui vous a le plus marqué ? Je crois que dernièrement, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'appellerais la symbiose, c'est-à-dire la connexion de plus en plus étroite entre le corps humain, le cerveau humain et l'intelligence artificielle. J'ai été très frappé par cette création d'entreprise par Elon Musk, l'entrepreneur américain. Une entreprise s'appelle Neuralink, dont le but est de mettre une puce dans le cerveau pour connecter en permanence à l'intelligence artificielle. Moi, je suis un peu contre le côté invasif d'une puce dans le cerveau. Je pense qu'avec des éléments appliqués sur les tempes, sur les boutons de colle ou les boucles de ceinture, on peut faire la même chose. Quelle définition faites-vous de l'intelligence artificielle ? Je n'ai pas une définition à donner, mais à la différence de l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle est une intelligence auxiliaire qui peut nous aider à augmenter notre intelligence naturelle. Donc, ce n'est pas une définition à donner. Comme définition, on peut dire que c'est un moyen de traiter les informations comme le fait l'intelligence, c'est-à-dire dans l'interdépendance, la contextualisation, mais qui n'a pas l'émotion que notre corps a, et l'intelligence humaine est liée à l'intelligence émotionnelle. On a besoin de comprendre par l'émotion aussi. Or, l'intelligence artificielle, même si elle est très efficace pour résoudre certains types de problèmes, elle n'a pas l'émotion et la sensibilité de l'intelligence humaine. Donc, elle reste complémentaire, à nous de savoir l'utiliser, mais elle n'est pas prépondérante. Alors, votre réponse rejoint la question d'un autre collaborateur qui nous écrit « Entre l'intelligence artificielle de la Silicon Valley qui nourrit le transhumanisme, je pense à M. Larry Page par exemple, et l'hyperhumanisme que vous préférez, quelle différence ?» La différence, c'est que le transhumanisme, je le considère comme élitiste, égoïste, narcissique. Il se concentre sur l'individu, élite, meilleur que les autres. Moi, je prône, dans tous mes écrits depuis longtemps, pour une interconnexion des individus. C'est l'hyperhumanisme plutôt que le transhumanisme. Hyperhumanisme, c'est être plus humain ensemble. Les valeurs de l'humanisme, on les connaît. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de la nature, c'est le respect de l'humanité en général. Et être hyperhumaniste, c'est de partager ces valeurs avec beaucoup de gens, notamment grâce aux réseaux numériques d'aujourd'hui, aux réseaux sociaux. Et je prône cet hyperhumanisme à la différence du transhumanisme que je considère comme trop égoïste et trop élitiste. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que vous êtes vraiment un homme du futur, vous l'avez toujours été, et on voit bien dans vos propos que chaque fois la technologie, la plus sophistiquée qui soit, sert toujours des causes nobles qui sont les valeurs de l'humain. C'est-à-dire, à condition de le voir comme ça. Ouais. On peut le voir comme destructeur des valeurs humaines, destructeur de l'esprit humain. Moi, j'ai dit, j'ai un esprit positif, j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut faire pour nous aider. Nous sommes en train, n'ayons pas peur des mots, de changer de type d'humanité. Dans les 50 ans, les 100 ans qui viennent, l'humanité aura changé. Elle va devenir une humanité augmentée, d'abord pour certains qui pourront se le permettre, pas pour tout le monde, mais progressivement, avec la démocratisation de tous ces outils, une humanité augmentée deviendra possible.
Alors, j'ai une question à vous poser là, c'est pour vous l'avenir de la santé passe-t-il par l'intelligence artificielle ou au contraire, selon vos travaux sur l'épigénétique, le style de vie sera plus fort que la technologie à un moment donné? Moi, je pense que l'avenir de la santé passe par la prévention. Je pense que beaucoup de grandes entreprises pharmaceutiques sont en train de s'en rendre compte. L'événement fondamental de l'entreprise pharmaceutique, c'est qu'elle est en train de se transformer en une entreprise de service. Jusqu'à présent, elle a été une entreprise de produits. On fabriquait des produits pharmaceutiques qu'on achetait en pharmacie. Mais maintenant, on va passer un contrat avec une entreprise pharmaceutique pour qu'elle nous aide à ne pas tomber malade. Et c'est là où le pharmacien va prendre le relais, on y est là, c'est la pharmacie de service. Regardez sur Internet aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Ce sont des loyers. C'est Netflix pour avoir des images. Les gens louent du temps sur Internet. Eh bien, on va louer du temps grâce à l'industrie pharmaceutique pour ne pas tomber malade. Selon vous, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Est-ce qu'il y a des limites déjà? Les limites, c'est que j'ai dit que l'intelligence artificielle n'est pas dotée d'émotions. Et un médecin qui utilise l'intelligence artificielle, il doit conserver le lien social, le lien humain, l'émotionnel comme élément fondamental de sa relation à l'autre. Donc l'intelligence artificielle peut aider à rendre pertinent du big data, l'avertir de publications qu'il n'aurait pas eues, mais comme elle n'a pas l'émotion et la sensibilité humaine, il faut toujours tenir compte de cela et que le médecin le remplace par son expérience de la relation à l'autre. Alors Joël de René, une dernière question, je vous poserai. Comment vous voyez, vous, l'avenir de la santé, de façon générale? L'avenir de la santé, je le vois plus participatif par les gens eux-mêmes. Je vais parler de la prévention. D'abord, une connaissance, une meilleure information, ce que j'ai appelé la bionomie par rapport à la biologie, se connaître soi-même, l'enseigner aux enfants, comment manager sa santé, l'hygiène qu'on n'enseigne plus dans les classes, fondamentale, la nutrition, fondamentale, l'exercice, fondamental, la méditation, la gestion du stress, essentielle. C'est tout ça qu'il faut apprendre aux gens et c'est la prévention qu'on apprend aux plus jeunes pour préserver leur santé et coûter moins cher à la santé globale, à la sécurité sociale et protéger l'environnement. On peut aussi rajouter être responsable face à sa propre santé. C'est la responsabilisation. Et l'épigénétique nous apprend la responsabilisation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Merci beaucoup Joël de René, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. De vos questions.